Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Après avoir vu la vie brève de Monseigneur Benigni, voyons maintenant son œuvre, le Sodalitium Pianum. Alors, beaucoup de sources sur l'histoire de ce Sodalitium sont encore inédites, d'où un caractère un petit peu incomplet de cette petite étude sur le Sodalitium Pianum. De plus, étant donné le but et la nature de cette société qui était de combattre le modernisme sous toutes ses formes, combat qui était mené par Monseigneur Benigni à travers différentes organisations, différents organes publicitaires interdépendants, le Sodalitium et ses activités multiples ont été à leur tour combattus, entravés par tous les moyens, parfois même peu avouables. D'autre part, cette société s'est défendue aussi, ou est passée à l'attaque, non sans violence, d'où le fait que l'historiographe qui s'y rapporte reflète souvent non pas l'état objectif des choses, mais l'état personnel de celui qui parle ou qui écrit. De plus, autant qu'il soit possible de contrôler les faits, ceux qui écrivent à propos du Sodalitium dépendent en grande partie de quelques publications de provenance douteuse, alors que les sources authentiques sont encore en grande partie inconnues. Le dossier de la Sacrée Congrégation Consistoriale offre des documents de première main, qui ne permettent pas cependant à eux seuls d'écrire l'histoire complète du Sodalitium et de toute son activité, mais néanmoins sont d'une telle importance et d'une telle autorité qu'ils garantissent la sécurité des conclusions nécessaires à notre but, c'est-à-dire connaître suffisamment cette société, son but, ses moyens et surtout la prise de position de Pédis à son égard, ce qui est le principal but de cette étude documentaire. Alors, dans l'histoire du Sodalitium, on distingue nettement trois périodes. L'origine et la première organisation, 1910-1911. Ensuite, la période 1911-1914, qui s'ouvre avec le premier autographe de Pédis, du 5 juillet 1911, c'est-à-dire lorsque le Sodalitium était solidement organisé et qu'il fonctionnait pleinement. Et cette période se termine avec sa dissolution spontanée au lendemain de la mort de Pédis, le 22 août 1914. Et cette partie est richement documentée par la correspondance officielle entre Monseigneur Benigni et le cardinal Dolé. Et puis une troisième période, sous Benoît XV, 1915-1921, une période qui s'ouvre avec la reconstitution formelle du Sodalitium Pianum durant l'été 1915 et qui finit en novembre 1921 avec sa dissolution définitive. Alors, les périodes qui nous intéressent ici sont surtout les deux premières qui appartiennent à l'époque de Pédis, puisque c'est l'objet de notre étude. Et quant aux documents de la troisième période, ils servent à illustrer
les deux périodes précédentes. Alors, voyons d'abord un aperçu général du Sodalitium Pianum et de son activité multiforme en nous basant sur quelques sources historiques. Donc, la première partie, c'est l'origine du Sodalitium Pianum. La nécessité d'agir contre tout ce mouvement complexe d'idées et de théories qui était déjà en train de passer de différentes manières dans la vie pratique et qui furent ensuite regroupées sous le dénominateur commun de modernisme, s'était déjà manifesté avec sa gravité, avec son urgence, aux yeux de Pilis, dès le début de son pontificat. De nombreux actes préparatoires n'avaient pas manqué, mais les graves événements de la politique extérieure à l'égard de la France avaient absorbé bien plus rapidement les grandes attentions du Saint-Siège. Ce n'est qu'en 1907 que le pontife put lancer une attaque directe contre le modernisme, occupé qu'il était avec toute cette question de la séparation de l'Église et de l'État. Et cette attaque directe contre le modernisme, on l'a déjà vu, elle s'établit avec les deux documents bien connus, le syllabus et l'encyclique Pascendi, Lamentabili et Pascendi. Le syllabus, c'est Lamentabili ici, hein, c'est pas celui de Pie IX. Ces deux documents vont ouvrir une bataille vaste, nette, dans tous les domaines de la politique, à la philosophie, à la sociologie, à la théologie dans ses différentes branches, dans la culture et dans la vie pratique. Bataille qui fut gagnée contre d'immenses résistances, avec les coups très durs de 1910, notamment le serment antimoderniste et les misères corrélatives. Donc Monseigneur Benigni avait suivi cela depuis des années, il avait suivi cette évolution de ses idées et de ses oppositions, surtout dans le domaine sociologique qui était sa spécialité. Mais, on l'a vu la dernière fois, sa vaste culture, ses multiples relations personnelles, sa position à la secrétairerie d'État et au service de presse lui avait permis de connaître dans toute son étendue et sa profondeur tout le phénomène du modernisme dans ses manifestations les plus variées. C'était une chose facile et même naturelle que se développe insensiblement entre Monseigneur Benigni et ses amis et connaissances un certain échange de lettres, d'indications, d'avis qui, recueillis et mis ensemble, pouvaient facilement donner l'impression qu'on se trouvait face à une attaque quasi concentrique contre l'Église inspirée ou dirigée par une véritable centrale qui se serait organisée avec des centres d'action dans tous les pays et dans tous les domaines. Et c'était un pas qui était facile à franchir pour une nature combative telle que l'était Monseigneur Benigni. C'était un pas facile à franchir, donc, de concevoir, de développer l'idée d'une contre-attaque dirigée par une autre centrale qui ne pouvait se réaliser qu'en relation avec le Saint-Siège. Et il semble que ce soit l'origine la plus évidente et la plus naturelle du Sodalitium Pianum, dont Monseigneur Benigni fut indubitablement le père et l'organisateur. Emmanuel Barbier, dans son histoire du catholicisme libéral et du catholicisme social en France, écrit ceci. Outre ce rôle extérieur, Monseigneur Benigni était parvenu, par un travail opiniâtre, dirigé avec une intelligence supérieure,
a constitué pour le Saint-Siège un centre d'information d'un prix inestimable sur les affaires catholiques de tous les pays, dont la correspondenza, ou l'AIR, ne faisait connaître qu'une faible partie. Cherchant à coordonner partout les forces de résistance catholique, ce fut lui qui invita leurs représentants divers, avec un succès d'ailleurs restreint, à arborer, à l'encontre de l'étiquette libérale, celle de catholiques intégraux. Alors, deuxième point, quelle est l'idée primitive? L'idée primitive du sodalitium, qui malheureusement n'a jamais pu se réaliser complètement, elle aurait été vraiment lumineuse et simple, et elle aurait pu être d'une grande utilité pour l'Église. Le sodalitium pianum devait donc être un institut séculier, dépendant du Saint-Siège, pour faire pénétrer dans la masse les idées et les directives pontificales, pour informer le même Saint-Siège de tous les mouvements d'idées culturels, sociaux, politiques du monde, vus d'un point de vue catholique, et tout cela devait être réalisé à travers un réseau ouvert, c'est-à-dire à travers des cellules, membres isolés, correspondants, cercles, cellules répandues dans le monde entier, et puis à travers un réseau fermé, c'est-à-dire la centrale romaine de la Diète. Alors, le réseau ouvert aurait recueilli les matériaux utiles, les aurait communiqués à Rome, et simultanément aurait travaillé pour la pénétration dans la masse, au moyen opportun de la presse et de la publicité, mais surtout par l'exemple, de sa propre vie catholique intégrale, c'est-à-dire sans compromis avec l'esprit mondain, en portant ainsi le catholicisme à sa parfaite force d'action dans toutes les branches de la société. Et puis, le réseau fermé, se basant sur les immenses matériaux qui affluaient de toutes parts, aurait d'une part informé couramment les différents organes du Saint-Siège, et d'autre part aurait pu diriger, sous la direction du Saint-Siège, l'action catholique extérieure, selon les différentes nécessités actuelles et leurs besoins. Alors, toute cette organisation aurait formé un véritable institut, l'institut séculier, avec l'approbation formelle et canonique du Saint-Siège, le rendant ainsi autonome et à l'abri des ordinaires, donc dépendant du Saint-Siège, presque comme un ordre laïque. Certains voudraient faire la comparaison avec l'Opus Dei, et pas du tout avec le même esprit, évidemment. Donc, Monseigneur Benini utilise la formule « institut séculier ». Naturellement, pas dans le sens que l'on donne aujourd'hui à ce terme, à la suite de la Constitution apostolique, Provida Mater Ecclesiae. Cependant, même dans le Sodalitium Pianum, la base de l'action devait être une vie chrétienne intégrale, c'est-à-dire parfaite. Ce Sodalitium aurait été soumis à la sacrée congrégation consistoriale. Alors, un point difficile résidait dans le secret, entre guillemets, que Benini crut vraiment nécessaire, c'est-à-dire que le Sodalitium devait pouvoir travailler et déployer son action sans notoriété, sous une forme cachée, presque invisible, pour ne pas être dérangé par les différents courants opposés et par les inévitables réactions.
le complot, entre guillemets, moderniste, parut demander une organisation spéciale, secrète pour le public, mais connue et contrôlée par l'autorité ecclésiastique suprême. Voilà l'idée générale, en résumé, primitive du Sodalitium Pianum, conçu par Monseigneur Benini et exposé par lui au cardinal Delay, non seulement dans les documents, mais dans plusieurs entretiens dont les documents ne sont qu'un écho. Donc, après avoir vu l'origine et l'idée primitive, voyons quel est le fonctionnement concret du Sodalitium Pianum. D'abord, à Rome, direction, diète, secrétairerie. La centrale du Sodalitium et des œuvres collatérales, surtout de la Correspondenza Romana, était à Rome. Donc la centrale était à Rome. Monseigneur Benini, fondateur de ces organismes, en fut le directeur général. Il était aidé pour le Sodalitium par la diète, constituée par un groupe de 3 ou 4 personnes qui devaient être des ecclésiastiques. Un remplissait les fonctions de secrétaire, les autres étaient appelés assistants. Le premier secrétaire stable du Sodalitium fut le père Gustave Verdesi, on en avait parlé la dernière fois, qui avait commencé à signer avec ce titre dès le 16 janvier 1910. Malheureusement, ce jeune prêtre quitta l'Église le 3 avril 1911 et fut même l'objet d'un procès retentissant pour diffamation que lui fit le père Bricarelli, jésuite. Le dernier secrétaire en poste depuis 1911 fut le père Jules Soba, un religieux de vie très intègre dont beaucoup se souviennent à Rome. En 1913, ces 2 assistants étaient don Goffredo Brunner et don Giuseppe Falsacappa. Don Goffredo faisait partie, dans un premier temps, des Salvatoriens, 1910 à 1912, et fut ensuite archiviste à la secrétairerie d'État. Et puis, il y eut un autre assistant plus connu, le père Charles Maignan, de la congrégation des pères et frères de Saint-Vincent de Paul. Ne pas confondre avec les lazaristes. La congrégation des pères et frères de Saint-Vincent de Paul, où j'ai terminé mes études secondaires d'ailleurs, dans ce collège, a été fondée par Jean-Léon le Prévost, dans un esprit de contre-révolution à l'époque de la naissance oui, on peut dire la naissance de la lutte ouvrière, etc. Les milieux sociaux gangrénés par le marxisme à la fin du XIXe siècle. Donc, le père Maignan était assistant, il fut ensuite procureur général de sa congrégation, et c'était un religieux très apprécié. En charge du secrétariat, il y eut au moins dans les premières années 4 dames âgées, polonaises, qui connaissaient beaucoup de langues. Le siège de la centrale étant l'appartement de Monseigneur Benini, cour Umberto Ier, ayant abandonné l'appartement qu'il occupait au Vatican, cela laisse supposer que Monseigneur Benini n'avait pas voulu ou n'avait pas pu créer à l'intérieur du Vatican un centre pour ce genre d'activité. Donc ce siège est connu sous la nomination Maison Saint-Pierre. Et de nombreuses publications le mentionnent comme le siège de la, entre guillemets, conjuration noire de Benini.
En 1914, Monseigneur Benigni change d'habitation dans une rue voisine où il restera jusqu'en 1917 ou 18, transférant avec lui les bureaux de ces organisations. Et puis, peu après, et certainement en 1921, sa résidence était encore ailleurs et c'est là qu'il mourut. Alors, on connaît peu de choses sur l'organisation intérieure de cette centrale. Archives, fichiers, protocoles. Il est certain que Monseigneur Benigni était un excellent organisateur, au moins dans les années les plus fécondes, sous Pie X, et la correspondance devait être d'une ampleur considérable. Alors, deuxième point, dans ce fonctionnement concret, à l'extérieur, les membres, les collaborateurs et la conférence de Saint-Pierre. Une certaine difficulté était née du fait que le Sodalitium, avec ses membres et ses amis, ne s'identifie pas du tout avec les correspondants et les collaborateurs de la Corrispondenza Romana ou d'autres presses comparables. Ceux qui avaient des relations avec Monseigneur Benigni ne furent pas tous également membres du Sodalitium, et d'autres le furent seulement pendant un certain temps. Le Sodalitium avait, sur la base de sa nature même, avait besoin de membres extérieurs, dispersés, dans la mesure du possible, dans les centres les plus importants, pour pouvoir suivre de près, avec sécurité, tous les différents événements, les discussions, les évolutions de la pensée et des idées dans les divers domaines de la vie et de la culture. Donc ce devait être naturellement des personnes cultivées, laïques ou ecclésiastiques, mais surtout des catholiques convaincus, ou, comme Monseigneur Benigni aimait à les appeler, intégraux, ou selon d'autres, intransigeants. Ces adhérents du Sodalitium pouvaient être, et ils furent souvent, des personnages isolés. Ils pouvaient réunir autour d'eux, sans formalité, des cercles, des congrès libres, amicaux, et même les statuts prévoient et considèrent comme normal l'institution de véritables cercles d'adhérents. Ils prendraient le nom de conférence de Saint-Pierre. Et ils auraient pour but de créer des noyaux ou des cellules d'activité ou de pénétration selon l'esprit du Sodalitium. Alors, dans l'esprit de Monseigneur Benigni, ces groupes extérieurs faisaient partie intégrante de l'œuvre même. L'approbation formelle et canonique qu'il chercha à obtenir devait s'étendre aussi à eux. Autrement, disait-il, il pouvait se faire, et cela arriva effectivement, qu'un ordinaire, doutant ou étant moins favorable, ou directement opposé aux tendances du Sodalitium, interdise ou du moins entrave l'œuvre de tel groupe. C'est pour cela qu'il avait cherché à obtenir une approbation formelle et canonique dépendant uniquement du Saint-Siège. Il ne voulait pas avoir justement l'obstacle de certains ordinaires. C'est pourquoi ils auraient dû jouir de la même exemption que le centre romain, et, c'est un autre point difficile, ils auraient dû rester inconnus et secrets, au moins extérieurement, aux yeux des étrangers, et aussi envers les ordinaires mêmes. Ceci, on le comprend, pour pouvoir mieux agir et pénétrer ces mouvements modernistes. La sacrée congrégation consistoriale aurait cependant été informée du tout, même de ce qui concerne les cercles locaux. Donc il ne s'agit pas de quelque chose d'une société secrète, vous voyez, parce que l'autorité aurait été mise au courant de tout.
Ces deux points, donc, exemption, ou mieux, approbation canonique directe et globale des conférences de Saint-Pierre, et puis leur nature secrète, non pas envers la centrale et à travers elle envers la sacrée congrégation consistoriale, mais envers les autorités locales, même ecclésiastiques, constituées pour le cardinal Delay, et on peut le supposer aussi pour Pie X, que le cardinal, selon toute probabilité, devait tenir informé. Donc elle constituait des obstacles insurmontables pour accéder à l'approbation canonique souhaitée pour le sodalitium. Les innombrables adversaires du sodalitium et de la correspondenza romana, ou de Monseigneur Benigni en personne, puisque ces trois noms, dans l'esprit des opposants, se confondent souvent plus ou moins et constituent une seule entité, ces innombrables adversaires affirmaient par simple conjecture, ou à cause d'une mauvaise information, que les membres du sodalitium n'étaient pas moins d'1 millier. Monseigneur Benigni, au contraire, et d'autres personnes qui pouvaient le savoir, insistaient en affirmant catégoriquement que les membres effectifs, y compris les amis, les partisans ou les adhérents platoniques, ne dépassaient pas la centaine. L'équivoque, si on veut l'appeler ainsi, s'explique très facilement. Des catholiques intégraux ou intransigeants, ou de toute façon vaillants défenseurs, et des personnes soutenant la ferme et droite politique religieuse de Pie X, il y en eut, grâce à Dieu, partout, de toutes conditions et dans tous les milieux sociaux. Et en ces années de lutte, il était facile que les adversaires ouverts et clandestins et les catholiques dits libéraux et démocrates arrivent à se trouver un peu partout face à des défenseurs intrépides et parfois trop zélés des principes catholiques sans compromis. D'où les soupçons, l'impression, l'accusation de se trouver face à une véritable association secrète, bien organisée, universelle. D'où les assertions disant que les associés de cette union intégrale devaient être très nombreux, et ainsi de suite. C'est là une observation, une constatation importante qui explique les nombreux bruits, les nombreux soupçons. De plus, il faut bien distinguer entre les membres effectifs du sodalitium et les autres collaborateurs de Monseigneur Benigni en tant que simple correspondant des journaux ou des périodiques dits intégraux qui souvent n'avaient aucune relation avec le sodalitium. Donc en réduisant le nombre des membres, des véritables membres du sodalitium à l'époque de Pie X à sa juste mesure, c'est-à-dire peut-être à une bonne centaine, on aura ainsi une idée plus objective de l'action accomplie par cette société. Quant aux seuls membres du sodalitium, on a une liste très incomplète de 35 noms, insérés par Monseigneur Benigni dans ce rapport officiel au cardinal Sbarretti. Et parmi les membres, il y en a un qui est le plus en vue et qui, dans l'ensemble de ses activités multiples et des nombreuses et graves adversités rencontrées, apparaît comme un exemple typique de ces catholiques robustes, sur certains points plus que conservateurs, mais sains dans les principes et inflexibles quant à leur application dans la vie de tous les jours. C'est le professeur Jacques Rocafort, une figure très connue de lutteur pour la cause catholique en France. Rocafort
c'est l'exemple typique, et peut-être un peu extrême, des catholiques français de la vieille école anti-républicains et anti-libéraux. Journaliste politico-religieux, ardent, il a pris une part active au développement de la vie publique de sa patrie et surtout au point de vue des principes catholiques et des directives pontificales. Alors parmi ses œuvres, il y en a deux qui ont été couronnées par l'Académie, l'éducation morale au lycée et la morale de l'ordre. Quant à sa carrière politico-religieuse, il écrivit « Mes campagnes catholiques » autour des directions de Pie X, avec des détails très intéressants sur les répercussions de la politique religieuse de Pie X en France. Et puis, en 1920, les résistances à la politique religieuse de Pie X. Alors, Jacques Rocafort est né à Perpignan en 1860. Il a fait ses études jusqu'à l'âge de 15 ans à l'Institut Saint-Louis de Gonzague. Il va les poursuivre au petit séminaire de Prades, puis à partir de la troisième au collège de Perpignan. Diplômé de l'enseignement supérieur, licence et doctorat en lettres, il entre ensuite dans la carrière publique en 1880, professeur dans divers instituts en Afrique et en France. En 1888, il prend une année de repos pour cause de maladie et il vient ensuite à Rome où il suit des cours à la grégorienne et au séminaire français. De là vient l'équivoque, ou plutôt la calomnie, qu'il avait été prêtre et qu'il avait défroqué pour se marier. Calomnie pure. En 1891, il est professeur à l'université de Nîmes et à partir de 1899 à Paris. Décoré de la Légion d'honneur en 1924, à l'époque où la Légion d'honneur était donnée à des gens respectables, et marié depuis 1892. Alors on comprend comment un homme de cette envergure a pu embrasser à l'occasion un programme qui, comme celui du Sodalitium, voulait réaliser la grande idée du pontificat de Pie X, c'est-à-dire la restauration totale de la vie chrétienne. Alors, en 1907, il entre en contact avec Monseigneur Benini, et il y eut alors à Paris le cas Montagnini, c'est-à-dire la confiscation illégale de la correspondance du représentant de la nonciature déjà supprimée. Rocafort fut envoyé à Rome pour prendre des informations précises sur toute cette affaire, et comme il le dit lui-même, Monseigneur Benini était le sous-chef du bureau dans lequel travaillait Monseigneur Montagnini. J'eus également l'occasion de faire connaissance de ce prélat, qui va jouer dans mon histoire un rôle si considérable. Rocafort devint membre du Sodalitium jusqu'en 1911 et resta correspondant assidu de la Correspondenza Romana, ce qui lui valut de graves hostilités de la part de certains évêques, de certains catholiques plus libéraux, de certains hommes politiques et surtout de tous les libéraux, socialistes, radicaux, en somme, de tous les laïcistes. En fait, l'évêque combatif, Monseigneur Turinaz, qui avait été l'un des premiers à mettre en garde contre le sillon, Monseigneur Turinaz, évêque de Nancy, croyant que le nom de Rocafort était un pseudonyme, on peut le croire parce que ça fait un peu Roquefort, les pseudonymes étaient alors en vogue, Monseigneur Turinaz invita ce Rocafort à se présenter en public sous sa véritable identité. Sa publicité purement romaine, durant les graves événements de ces dernières années en France, l'avait placé en première ligne. Et dès qu'il eut répondu, qui n'était ni plus ou moins que le professeur universitaire répondant au nom de Rocafort,
il s'ensuivit une violente attaque dirigée contre lui personnellement et contre tout le complexe de la publicité romaine, accompagnée d'une interpellation au Parlement. Le 16 janvier 1910, par exemple, le député Bernard, radical socialiste, accabla d'invectives le professeur d'université, adversaire des lois républicaines, de l'enseignement laïque et des catholiques libéraux. Un homme très bien. Il attaqua fortement et également la correspondance de Rome et Monseigneur Benini et son sodalitium comme étant contraires à la pacification interne de la France. C'est ce député Bénard, j'ai dit Bernard, c'est Bénard, qui attaque donc Monseigneur Benini et cette correspondance. Le 18 janvier, le ministre de l'Instruction publique, Doumergue, répondit dans un sens plutôt léger. Ce cas, entre guillemets, Rocafort, fournit également à la presse d'intervenir souvent par une attitude hostile et défensive. Rocafort fut membre du Sodalitium seulement pendant quelque temps. Il en sortit en 1911. Mais il agit avant et après. Et c'est là le point déterminant. Il agit dans le sens du Sodalitium, puisqu'il avait compris de lui-même la valeur des directives de Pidis, et il voulait les suivre fidèlement. Donc, mis à part la très brève parenthèse de son appartenance au Sodalitium, Rocafort est un des nombreux catholiques qui, dans cette époque agitée, se proposèrent de réaliser leur vie catholique intégralement, c'est-à-dire parfaitement, sous tous les aspects que Pidis le désirait, de façon à ce que ces catholiques, qui grâce à Dieu furent nombreux, puissent donner l'impression, par leur attitude, qu'il existait réellement une masse organisée d'intégraux, comme souvent on le cria, lesquels, dans l'imagination des opposants, auraient été tous affiliés à la centrale de Monseigneur Benini. Et à ce propos, Rocafort dit clairement, Monseigneur Benini, c'est autre chose. Je me demande alors, puisque Monseigneur Turinaz croyait que j'avais reçu une mission de Monseigneur Benini, et rien que de lui, je me demande comment il s'y prenait, dans son fort intérieur, pour isoler à ce point ce prélat subalterne de son supérieur direct, le cardinal Méry Delval, pour l'isoler même du pape. Comment admettait-il qu'un simple sous-secrétaire osât se permettre une politique personnelle qui n'eût pas été celle de ses chefs et que ceux-ci, depuis de longs mois, le laissassent faire? La vérité est plus simple. Je n'étais pas plus l'agent de Monseigneur Benini que du Vatican. Mais j'avais compris les directives pontificales et je voulais les servir tandis que les libéraux passaient à côté. Troisième point, le service ordinaire et extraordinaire. Nous ne verrons aujourd'hui que le service ordinaire. Le service extraordinaire, nous le verrons la prochaine fois. Alors, le service ordinaire du Sodalitium comprenait la transmission journalière ou quasi-journalière des matériaux de tout genre. Nouvelles, informations, réponses à certaines questions, investigations, à différents membres de la curie, surtout à la secrétairerie d'État, à différents préfets de congrégation et à Pidis lui-même. Alors, il y a les fameuses feuilles d'information du Sodalitium, jamais signées, mais pourtant munies du sceau de la société. Et le contenu des nouvelles est très varié. Religieux, politico-religieux, social, littéraire, bulletins sur des congrès, des réunions, des cours d'entraînement,
des rapports sur les revues catholiques et autres, des rapports sur des personnes ecclésiastiques et laïques. En somme, un kaléidoscope de la vie très précieux, malgré un certain danger de commérage et de futilité. Mais comme ce service était simplement informatif, et que les divers dicastères avaient tant de moyens pour d'autres informations ultérieures et officielles, il est difficile de dire jusqu'à quel point ce service a influencé effectivement les organismes dirigeants. Et puis, ne pas oublier en outre que le sodalitium n'a jamais été ni le seul, ni le principal, ni le moyen ordinaire d'information des différents dicastères. Et donc, on ne peut pas attribuer, comme cela c'est trop facilement fait, on ne peut pas attribuer au sodalitium et à Monseigneur Benigni la responsabilité de certaines mesures. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.